Lutte contre les enlèvements à Kinshasa. Les propriétaires de taxis communément appelés Kesh ont 48 heures pour retirer les vitres fumées. Mesure prise par la police nationale congolaise. Une année après que les combattants du M23 se sont emparés de Bunagana, important centre de commerce transfrontalier entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda et tout proche du Rwanda dans la province du Nord Kivu, les acteurs politiques et de la société civile appellent à une mobilisation pour le contrôle total de ces zones par les FARDC. Bonne nouvelle pour la population du territoire de Kwamouth dans le Mai-Ndombe. Elle pourra son relais dès ce 26 juin, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Et au Cameroun, John Frundi, leader historique de l'opposition et opposant numéro 1 de Paul Biya, est décédé dans la nuit du lundi à ce mardi à l'âge de 81 ans de suite d'une longue maladie. Madame, Messieurs, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. On commence avec la sécurité qui contrôle la ville douanière de Bunagana après une année de l'occupation par des groupes terroristes du M23. Une question posée par les défenseurs de droits de l'homme, les acteurs politiques qui appellent à une mobilisation pour que nos forces armées reprennent le contrôle total et n'aient pas faire confiance aux forces étrangères. Justement, par rapport à cette question, Jean-Baptiste Kassekwa a été l'invité de Jean-David Kilolo sur le sujet. On l'écoute. Dans les deux provinces sous état de siège, en commençant par Bunagana, comme vous l'avez bien dit, demain, ce sera un triste anniversaire, 365 jours depuis que cette ville du Nord Kivu est passée sous occupation rwando-ougandaise. Sous couvert du M23, c'était le 13 juin 2022. Mais cette occupation a eu lieu 43 jours après le sommet, le premier conclave des chefs d'État de l'EAC, en date du 21 avril 2022. Mais il n'y a pas que Bunagana, parce que 3 mois après, soit en octobre 2022, le gens du M23, avec les éléments de l'armée rwandaise, mais également avec la complicité de l'armée ougandaise, ont pris les contrôles de Rutshuru, de Kiwanja, de Mabenga, de Tongo, de Bambo. Ils ont perpétré le massacre de Kishiche. En 26 janvier dernier, ils ont pris les contrôles de la cité de Kichanga dans le Massissi. Ils ont étendu leur contrôle jusqu'à Mouchaki, Kiloligo dans le Massissi. Tout ce territoire-là échappe véritablement au contrôle de l'État. C'est dire que pour ce qui est du Nord Kivu, il est évident que le pouvoir de M. Félix, en dépit de l'état de siège, ce pouvoir n'a pas été capable d'assurer l'intégrité avec l'arrivée. Autre chose à présent, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, souffle une bougie de plus. 60 ans en ce 13e jour du mois de juin. Le patron de l'espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, souhaite un heureux anniversaire au président de la République. C'est pas toujours ceux qui chantent Fatibé, Moukouantombol, etc., qui l'aiment, franchement. Parce qu'on aurait entendu, par exemple, que ce qu'il fait, que ça soit beaucoup présenté au grand public. Une certaine communication positive aujourd'hui. Une certaine bienveillance aujourd'hui. Mais c'est un peu silence des cathédrales. Les gens attendent que, par exemple, ce soir, s'il y a une petite réception, pour qu'ils se faufilent, qu'ils soient dans cette réception, pour faire des photos, pour diffuser. Les gens attendent peut-être ceux qui ont son numéro de téléphone, de lui envoyer un message directement pour le flatter. Mais les déclarations publiques, rares sont ceux qui les font d'une manière aussi spontanée. C'est aujourd'hui le jour où il mérite un peu plus de gentillesse. Ça tombe malheureusement avec la coïncidence de la chute de Bunagana. Venu lui parler, Monsieur le Président, regardez, Bunagana est tombé
1 de Bunagana tombé, c'est aujourd'hui. Et ça tombe avec votre anniversaire. Ça coïncide avec l'arrivée de Jean-Pierre Bemba à Goma. Voici ce qu'on peut faire. Voici comment on peut communiquer. On devait avoir peut-être un communiqué depuis hier, en l'honneur ou plutôt, pour les comptes du président. En l'an 1 de Bunagana, ça coïncide avec l'anniversaire du président de la République. Il est de cœur avec ses frères et sœurs, ses compatriotes de Bunagana. En termes de communication, ça allait coller. Le président ne fêtera pas parce qu'il a une pensée particulière pour Bunagana. Dans le même registre, on va prendre le message de vœux de l'ambassadrice de la République démocratique du Congo au Libéria et en Sierra Leone à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion de ses 60 ans d'âge. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de la communauté congolaise résidente en République du Libéria et en République de la Sierra Leone, et à mon nom propre, je vous souhaite heureux anniversaire et prie le Dieu très haut de vous accompagner dans cette lourde tâche pour le bonheur du peuple congolais. Plein succès et longue vie, signé ambassadeur Marie-Hélène Okitundu Ayaki Umba. Et on termine avec celui-ci qui nous parvient de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Au nom de tous les agents et cadres de la SENSAP, je prends la respectueuse liberté de souhaiter à votre autorité un joyeux anniversaire pour vos 60 ans de vie bien remplis. Vous êtes à n'en point douter une bénédiction pour notre pays, la République démocratique du Congo, qui avait tant besoin d'un patriote et visionnaire à sa tête afin de retrouver sa grandeur ontologique. La SENSAP se réjouit que les timoniers de la sécurité sociale que vous êtes, par qui a été promulguée la toute première loi instituant la retraite égalitaire dans les domaines publics, puissent jouir d'une très bonne santé, les prédestinant ainsi à une singulière longévité. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. On va parler d'autres choses dans le but de lutter contre de nombreux cas d'enlèvement qui battent des records dans la ville-province de Kinshasa. La police nationale congolaise a pris une décision stricte ce matin concernant les voitures communément appelées Ketch de retirer toutes les vitres fumées dans les délais de 48 heures partant de ce mardi 13 au mercredi 14 juin, tel que accordé par le commissaire divisionnaire adjoint de Kinshasa, Silvano Kassongo, lors de la parade policière au stade des Martyrs. Et c'est à partir du mercredi 15 juin qu'aucun véhicule taxi à vitres fumées ne sera autorisé à circuler dans la capitale. La quête, on a 48 heures, on va faire un taxi à jaune, quête jaune. Quand on va fumer la banque nyos, voiture fumée à quête, dans la voiture jaune, la quête. Et quand on l'a dit, si on est en train de si on fait la grève, ça attend un mois, une année, pas faire dans la ils ont une mesure policière. Parce que la catch, ils ont tenté, ils ont dit, ils ont musique, ils ont enlevé moi, surtout basse, ils ont enlevé mon bali, ils ont ligoté, ils ont tenu votre famille, ils ont $5 000. Donc, vous avez lundi. Vous avez lundi, mercredi, jour à Souka, à partir de jeudi. Police, on a encore mis tout le monde sur jaune. Il y a catch et ils ont tenté. Bon, on va tenter. Ce qu'ils ont tenté d'origine, c'est que tant que qui fait vite, on a eu pour les et mon âge. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les territoires du Komont dans la province du Mai-Ndombe débute le 26 juin 2023, a annoncé ce lundi, hier lundi plutôt, la CENI dans un communiqué. La durée est de 15 jours allant du 26 juin au 10 juillet prochain. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé lundi avec la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC, conduite par le président de la commission électorale du Malawi, Justice Chifundo. Cette mission est venue évaluer à quel niveau se trouve la CENI dans l'organisation des élections ici en République démocratique du Congo, prévues en décembre 2023. On écoute le chef de la délégation au sortir de l'audience. So our mission aims first and foremost to
assess the state of preparedness for the upcoming elections. Notre mission consiste principalement d'évaluer à quel niveau la CENI s'est dit prête pour organiser les élections ici à Kinshasa. Notre regroupement met ensemble l'organe ou le conseil pour l'organisation des élections dans les pays de la SADC. Et l'une des parties de nos missions est que nous pouvons nous supporter ou nous soutenir mutuellement lorsque nous organisons des élections dans nos différents pays. Nous organisons des missions d'observation des élections dans les États membres de la SADC et aussi bien que la CENI prépare les élections, nous voudrions nous rassurer de la mise en place des recommandations faites en 2018 et comment ces recommandations ont été implémentées ou mises en place. Et sur base des défis, des écueils rencontrés, quelles sont les mesures mises en place pour les prochaines échéances électorales? Hormis l'engagement avec la CENI, nous devons aussi mettre en contribution les autres parties prenantes pour que nous puissions nous rassurer que tout va se tenir comme initialement prévu. Thank you so much. Et à l'invitation de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, les organisations de la société civile sont réunies dans un atelier ouvert ce mardi à Kinshasa. Ce cadre d'analyse, à travers ces recommandations, permettra d'améliorer la qualité de la mobilisation et des revendications citoyennes en vue des élections transparentes, inclusives et apaisées, ainsi que la bonne gouvernance démocratique en RDC. La tenue de cet atelier de 2 jours fait suite à un double constat observé par la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées a éteint notamment le rétrécissement de l'espace des libertés et le manque d'harmonisation des actions de revendication, le plus souvent provenant des acteurs de la société civile. Les participants analysent sur fond d'une approche pédagogique les succès, les échecs, les potentialités et les obstacles de l'action de revendication de la société civile hier et aujourd'hui. Il faut d'abord rappeler le cadre dans lequel nous nous retrouvons en ces lieux. Nous sommes dans un atelier qui entend construire, élaborer et repenser les stratégies d'intervention de la société civile, notamment en matière de mobilisation des communautés qui doivent se prendre en charge vis-à-vis d'une gouvernance qui dérape, vis-à-vis d'une gouvernance qui n'assure pas la desserte en droit économique, social et culturel, mais aussi en droit civil et politique des citoyens congolais, parce que la société civile qui est appelée à encadrer cette masse n'a pas fait ce qu'il devait faire, ou elle l'a fait mais pas suffisamment. Il est attendu de cet atelier des solutions probables et des perspectives pouvant contribuer à l'amélioration de la qualité de mobilisation et de revendication. Le président du parti Alliance pour le changement et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a créé une commission spéciale pour élaborer son programme d'action pour la gouvernance de son parti politique en cas de l'élection comme président de la République démocratique du Congo. 13 juin, journée mondiale de l'albinisme décrétée par l'Organisation des Nations Unies. C'est dans cette optique que l'ESBEL Plus des couleurs a organisé une matinée scientifique au Centre culturel Wallonie-Bruxelles avec comme thème Fièrement Ndundu. C'est sous les thèmes choisis cette année, intitulé L'inclusion fait la force, que le monde célèbre, ce 13 juin 2023, la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Le but est de conscientiser les grands publics aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre les rejets dont certains sont victimes dans la société. L'albinisme, une anomalie génétique qui concerne quelques centaines de milliers de personnes sur la planète, est reconnaissable à leur peau et cheveux dépigmentés, une particularité qui est très souvent source de préjugés, de discriminations, voire de violences. À Kinshasa, les albinos se sont réunis au centre Wallonie-Bruxelles dans le concept Fièrement Ndundu, une conférence scientifique et artistique pour une bonne appréhension de leurs caractéristiques et une ouverture d'esprit à la créativité et au développement personnel. Mais le message est très clair, ça veut dire que le Ndundu doit être fier, et vous devez être fier du Ndundu le plus proche de vous,
c'est en même temps une façon de promouvoir l'excellence dans la communauté des personnes vivant avec albinisme. Il faudrait créer l'émulation, avoir le plus d'élites possible et pourquoi pas avoir des modèles sociaux. Fiamandundu se veut être une vitrine de l'excellence albinos, des élites albinos et un centre d'incubation pour les élites de demain. Personne vivant avec albinisme est un humain à part entière. Il mérite le droit de vivre non seulement, mais aussi il a le droit d'être candidat au bonheur et pourquoi pas à l'excellence. Donc, on sent qu'il y a certains albinos qui n'ont pas confiance en eux. Et par cet ASBL plus de couleurs et par ce thème, on veut pousser les personnes atteintes d'albinisme d'avoir confiance en eux, de s'assumer tels qu'ils sont. A noter qu'ici en 2014, que la date du 13 juin a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'agence des zones économiques spéciales a fait visiter aux investisseurs la zone pilote spéciale du Maluku qui abritera 11 grandes entreprises de renom. Juste après la visite, ces derniers ont eu une réunion de travail pour ce projet qui compte s'étendre également dans plusieurs provinces du pays. Fonctionnant comme des enclaves économiques et fiscales, les zones économiques spéciales sont perçues un peu comme les clusters de développement. La République démocratique du Congo s'est lancée sur cette voie et les ministères de l'industrie œuvrent pour matérialiser ces vastes projets économiques pilotés par l'ASES. Parmi les provinces devront abriter les zones économiques spéciales figurent les Nord Kivu, d'où l'intérêt manifeste de la société Touvadi Équateur Société qui s'installe à Butembo a obtenu les statuts de ménagère qui s'intéresse à l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la zone économique spéciale pilote à Maluku. Nous sommes en train de suivre un projet là-bas, qui est le projet de la ZES de Moussienene. C'est comme ça qu'ils sont venus pour voir ce qui s'est fait à Kinshasa, parce que nous sommes en train de les accompagner pour qu'ils arrivent à mettre en place une zone économique spéciale. Quand on parle d'une zone économique spéciale, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que ce sont des infrastructures, ce sont des usines qui s'implantent. C'est ce que nous sommes venus voir avec eux aujourd'hui ici. Nous espérons voir naître aussi de la brousse de Moussienene de telles usines très bientôt. Ça sera une réponse aux différents problèmes que nous connaissons dans ce milieu, avec l'insécurité, les jeunes qui cherchent de l'emploi. L'ASES va participer à la création des emplois et à relever ce coin du pays qui a tant souffert de tous les affres de la guerre. La société investie de la mission de développer les zones économiques spéciales dans le Nord Kivu a pris la tâche pour se dupliquer à Mousseni, toujours dans le Nord Kivu. En social, le prix d'un sac de farine de maïs de 25 kg est passé de 90 000 francs congolais au mois de mars dernier à 50 000, voire 45 000 francs congolais. Actuellement à Lubumbashi, c'est une réduction de près de 50% du prix d'un sac constaté sur le marché de la ville dans la province du Haut-Katanga. Mais cette baisse ne satisfait pas encore une partie de la population qui demande à ce que le prix aille jusqu'à 25 000 francs congolais comme au début de l'année en cours. Autrefois vendu à presque 100 000 francs congolais, le prix d'un sac de farine de maïs à Lubumbashi est réduit actuellement de moitié, soit à presque 45 000 francs. Mais certains Louchois ne sont pas totalement satisfaits de cette baisse du prix. Ils demandent l'implication des autorités pour réduire encore davantage les prix d'un sac de farine de maïs de 25 kilos. Nous sommes préoccupés par la question du maïs. À cela s'ajoute celle de la scolarisation de nos enfants. Qu'on baisse le prix de la farine, vraiment qu'on le baisse. Si le prix du maïs est trop bas, nous serons tranquilles pour nous occuper de la scolarisation de nos enfants. Les sacs de farine coûtent 50 000 francs. Comment ferons-nous avec la rentrée scolaire? Aujourd'hui, les sacs de farine de maïs coûtent 50 000 francs et ça nous étonne. Comment ferons-nous? Nous avons connu le prix de maïs à 15 000 francs. À un moment, le prix a monté jusqu'à 100 000 francs et les gens ont souffert au point de dormir affamés avec les enfants. Aujourd'hui, c'est 50 000 francs, mais dans de nombreux foyers, des hommes sont des chômeurs. Allons-nous penser à la farine de maïs ou à l'éducation des enfants? Christian Kassongo tient un dépôt de farine de maïs à Lubumbashi. Il n'arrive pas à écouler correctement sa marchandise puisque le prix, bien que réduit de moitié, semble encore élevé pour certaines familles dont la bourse ne permet pas de se procurer à ces prix-là.
Ici, nous vendons de la farine de maïs à 45 000 francs congolais. Les prix n'ont vraiment pas baissé. Nous demandons que ça revienne même à 25 000 francs. Là, nous pouvons dire que le prix a baissé. Pour rappel, le gouvernement central a envoyé en mai dernier une forte délégation gouvernementale pour juguler la crise du maïs dans l'ex-province du Katanga. Cette baisse de moitié du prix de la farine de maïs à Lubumbashi est le résultat de cette mesure du gouvernement qui commence à redonner espoir à la population louchoise. Revenons à Kinshasa, où les dignes fils ressortissants de la commune de Ndjili, élevés en dignité par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se sont retrouvés pour témoigner leur gratitude envers le président de la République. Pour le bâtonnier Cyprien Mbéré, directeur général de Transco, Ndjili mérite mieux ainsi que sa population. Accueillir ceux qui sont élus en dignité est une tradition chez les habitants de la commune d'Ndjili. C'est dimanche 11 juin 2023, une bonne dizaine d'Ndjilois promus il y a peu par ordonnance présidentielle, notamment les généraux des FARDC, de la police, des mandataires publics et autres animateurs des institutions ont été présentés officiellement à la population ndjiloise. Cette élévation est un motif de fierté pour tous, pense Cyprien Mbeye, directeur général du Transco, natif de Ndjili. Le chef de l'État nous élève chacun dans le secteur de ses activités. C'est dans ce sens-là que nous avons inauguré la ligne Ndjil-Sekomaf Gambela, Sekomaf Zando, et avec la réhabilitation de la route Sainte-Thérèse cimetière de Kimanteke, nous ferons en sorte que les Ndjilois soient servis. Ndjili commune pilote doit servir des modèles pour inciter la jeunesse au programme de développement, a confié Émile Nzola, coordonnateur de la Dynamique Ndjili, structure organisatrice de la cérémonie. Mais en Ndjili, il y a beaucoup de merveilles. Par exemple, l'artisanat. Le premier parking de vente de voitures, c'est l'œuvre d'un Ndjilois, Ndimangondo, Lombi. Ici, les gens se déplacent du centre-ville pour faire réparer leurs véhicules ici. Ndjili était connu pour, dans le cadre de la migration. Beaucoup de familles d'Ndjili, vous trouvez des enfants qui sont en Europe ou en Occident et qui, en retour, si vous voulez, prennent en charge leur famille. Des Bibles ont été remises à tous les nouveaux promus, symbole d'unité et d'amour du prochain. Et la gouverneure de la province de la Tchopo, Madeleine Nikomba, a visité tour à tour les installations de la sorgerie où sont entreposés les matériels de la Simaïko, les travaux de réfection du tronçon IBTP, dépôt poissons salés et l'entreprise qui fabrique les petits bateaux pourront assurer la traversée en faveur de Boyomez et Boyomé. La chef de l'exécutif provincial n'a pas été du tout repos. Première étape, accompagnée du président de l'Assemblée provinciale, Gilbert Bokungu, la gouverneure de la province de la Tchopo est descendue à la sorgerie et pour cause, rencontrer la délégation venue de Kinshasa dans une perspective d'installer la cimenterie des Simaïko et l'usine Kankasage. La gouverneure Madeleine Nikomba Sabango fait son constat. Dernièrement, nous avons eu la visite pour l'arrivée des experts venant de Kinshasa, de l'Office des routes, ainsi que les coordonnateurs de Simaïko, les membres du cabinet du ministre de l'Industrie, pour venir voir la possibilité d'installer l'usine de concassage et puis voir les matériels de la cimenterie qui se trouvent ici dans les entrepôts de la sorgerie. Nous constatons qu'il y a eu quand même une mauvaise volonté parce que les matériels sont là et sont en bon état et nous pouvons installer les deux usines telles que nous venons de le dire. Ensuite, elle est allée s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction de la chaussée rigide sur les 140 mètres de l'avenue Lac Mouero allant de l'IBTP Kisangani au rond-point Poisson Salé. Pas trop satisfaite, elle a interpellé les DP de l'OVD sur la dimension de la chaussée. Enfin, elle visite les travaux de construction de petits bateaux qui serviront de traversée sans risque de la rive droite du fleuve Congo à la rive gauche et vice-versa. Signalons que 3 bateaux sont en cours de construction sur les 10 commandés par le gouvernement provincial. Ils ont une capacité de transporter 15 personnes et des colis de 1200 kg. Et dans le reste du continent, au Cameroun, mort hier lundi à Yaoundé de l'homme politique John Frundi, opposant historique au président Paul Biya des suites d'une longue maladie. Ce leader a marqué les années de braise au début des années 90. Le président du Social-Démocratique Front est décédé à l'âge de 81 ans. Sans voir le changement tant voulu à la tête de ce pays de l'Afrique centrale dirigé depuis 1982 par Biya. Le congrès de son parti prévu le 28, 29 et 30 juillet
de cette année devrait acter son retrait définitif de la vie politique. Place au rappel des titres. Lutte contre les enlèvements à Kinshasa. Les propriétaires du taxi communément appelé Ketch ont 48 heures pour retirer les vitres fumées. Mesure prise par la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Une année après que les combattants du M23 se sont emparés de Bunagana, important centre de commerce transfrontalier entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda et tout proche du Rwanda, au Nord Kivu, les acteurs politiques et de la société civile appellent à une mobilisation pour le contrôle total de cette zone par les FARDC. Bonne nouvelle pour la population du territoire de Kwamouth dans le Mai-Ndombe. Elle pourra s'enrôler dès ce 26 juin, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Au Cameroun, John Froundi, leader historique de l'opposition et opposant numéro 1 de Paul Biya, est décédé dans la nuit du lundi à ce mardi à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Ne nous quittez pas, dans un instant, c'est la revue de presse. Et pour ce mardi, Héritier Tamboa nous rejoint de l'autre côté du plateau pour la revue de presse. Bienvenue à vous. Merci Bédrine et salutations respectueuses à vous, messieurs et dames. On ouvre avec ce sujet. Au Nord Kivu, près de 40 personnes ont été foudroyées. On en parle dans votre revue de presse. Exactement. Radio Okapi précise que c'était en début d'après-midi d'hier, en pleine activité commerciale dans le marché d'Eringeti, lors d'une pluie qui s'est abattue dans cette région du Nord Kivu. Eh bien, ces médias mentionnent que Nord Kivu, près de 40 personnes foudroyées à Eringeti. Les médias renseignent que la société civile de cette région salue les efforts du personnel soignant de l'hôpital général d'Eringeti pour la prise en charge des victimes. Eh bien, selon Radio Okapi, Bétrine, cette société civile demande cependant aux autorités de placer des dispositifs préventifs afin d'éviter de tels incidents à l'avenir. D'un média à un autre, Bétrine, Radio Moto titre pour sa part plus de 40 personnes admises aux soins après être foudroyées à Eringeti. Selon les informations recueillies auprès de sources locales à Bédrine, l'incident s'est produit autour des 14h50 alors qu'il n'y avait aucune pluie. Eh bien, c'est l'une des précisions qu'apportent ces médias. Selon cette presse locale, au moins 42 personnes ont été admises au centre de santé des références de la même localité dans le groupement de Bambouba Kisiki. Nos confrères rapportent cependant que parmi ces victimes, on compte 14 hommes, 2 enfants et 26 femmes. Ils sont tous en ce moment entre les mains des soignants au centre de santé des références d'Eringeti. On peut dire par cette nouvelle que nous avons déjà les retombées du réchauffement climatique. Exactement, bien dit Bédrine. Parce que nous sommes en pleine saison sèche, comment est-ce qu'il y a la pluie? Voilà. Et votre deuxième sujet au Cameroun, l'opposant John Froundi est mort, a annoncé son parti, le SDF. Effectivement, je l'ai aussi suivi dans votre journal d'ailleurs. Puis j'en termine là-dessus. Cette annonce est faite ce lundi par le social-démocratique Front. John Froundi, leader du SDF, adversaire historique farouche, je précise au président camerounais Paul Biya. Il est décédé à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie, originaire de Bamenda dans le nord-ouest du pays. Il a dirigé le SDF depuis sa fondation en 1990, Bédrine, et référence que lors de la toute première élection présidentielle pluraliste du Cameroun, John Froundi était arrivé en deuxième position avec 36% de suffrages derrière le président camerounais Paul Biya avec 40%. D'un média à un autre, la presse camerounaise DW titre à sa une Cameroun, le SDF
effondré par la mort de Nidjon Froundi. Eh bien, selon ces médias, le Cameroun vient de perdre un titan de l'opposition. Un coup dur pour les membres et sympathisants du Parti social-démocratique Front SDF. Affaibli, voulais-je dire, depuis un moment déjà par des querelles internes. Alors, Froundi, selon les informations, était né le 7 juillet 1941 à Bamenda. Sa vie a été marquée par son engagement pour la démocratie et la liberté. Cette presse note que ces dernières années, il s'est surtout investi pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les deux régions anglophones du Cameroun, déchirées par des guerres depuis près de 7 ans. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi. Bédrine Keng, j'allais dire Amina Bayombo. Merci Héritier Tamboua pour cette sélection. Je vous en prie. Et c'est également la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à votre chaîne. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.